Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer. Aujourd'hui, nous nous attaquons au thème le plus galvaudé de tout l'art, l'amour. Comment la romance est-elle représentée au cinéma? Quelles en sont les incarnations les plus iconiques? Dans le premier épisode de ce cycle consacré à l'amour, Mo et moi étudierons 3 films qui reflètent à nos yeux les plus belles représentations de ce sentiment dans le 7e art. Salut Mo! Salut! C'est la deuxième fois que tu interviens. Tout à fait. La première fois que tu étais venue, c'était pour Euphoria. Oui. Et donc du coup, bienvenue à toi ce soir. Bienvenue. Alors, avant de s'intéresser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, à The Fountain, puis à Your Name, on va évoquer les différents sous-genres de la romance, notre rapport à ce cinéma-là, et après on analysera en profondeur ces œuvres qu'on a choisies. Je pense. Pourquoi tu penses qu'on a choisi ces œuvres, toi? Les 3? Ouais. Bah, c'est un peu ce que tu disais en off, c'est-à-dire c'est mes 2 films préférés, Your Name et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et tous les deux parlent d'oubli, de temps, ça je me le dis souvent. Et il y a une certaine esthétique aussi, je pense. Ouais. Voilà. Moi, ce que j'aime bien avec ces œuvres, c'est qu'elles se ressemblent pas sur la forme, mais c'est à chaque fois un cinéma hyper, brut, qui représente l'art de chaque cinéaste de manière hyper éloquente. Ouais, tu vois, on va évidemment parler de chaque réalisateur et de leur style. Et du coup, moi je voulais te poser la question avant tout. Quand je te dis romance au cinéma, tu penses à quoi? C'est quoi tes premières en association libre, tu vois? Bah, dans un premier temps, je pense que j'ai plutôt une pensée négative parce que je trouve que c'est quelque chose de mal fait souvent, donc ça me dérange en vrai. Mais ces 2 films-là, sont vraiment de la romance et du coup ça peut être aussi incroyable. Donc c'est très extrême, je trouve, dans comme genre, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, tu me dis romance, j'ai une myriade de trucs qui me pop en tête et genre je pense niais, je pense guimauve, je pense aux mauvaises comédies romantiques américaines des années 2000 et 2010, tu vois, avec Catherine Hegel, tu vois les 27 robes, enfin tu vois toutes ces, en fait des trucs très kitsch. Et en plus quand j'étais ado, moi je regardais beaucoup et maintenant je suis en mode c'est pas possible genre. Récemment j'ai essayé de revoir Le Diable s'habille en Prada et ça m'a effractée. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment juste c'était trop dur, j'étais en mode putain. En fait ça véhicule évidemment des idées ultra patriarcales de domination masculine, genre tout ne tourne que autour de la romance, c'est assez catastrophique du coup cette évocation là. Et en même temps, moi tu me dis romance au cinéma, bah pour moi c'est un peu la genèse du cinéma, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que très vite, quand le cinéma est apparu, on a essayé de représenter l'amour au cinéma parce que c'est tellement universel comme thème. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un thème très très large. C'est ça. Donc ouais, complètement. Et toi, du coup, ton rapport à ce genre de film-là, qui parle d'amour? Bah c'est vrai que ça en parle très souvent au cinéma finalement, c'est juste que c'est pas toujours centré sur, mais l'amour, c'est 80% des thèmes, je pense. Ouais. Mais en vrai, j'ai plus vu de films mauvais qui parlent de romance, mais les films bons, en fait c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que les films bons étaient hyper, émotionnellement j'ai vécu des trucs et je peux être un peu en boucle en plus là-dessus, tu vois, c'est le genre de film que je peux regarder beaucoup, donc voilà, c'est assez ambivalent finalement. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais j'adore ce thème, mais aussi bien dans le cinéma que les séries ou la littérature, je pense que je suis très romantique comme personne et du coup je suis une amoureuse de l'amour et genre tout ce qui va parler d'amour je vais être en ma mère moi tu vois. Et du coup il y a des trucs très mauvais, je suis d'accord, mais comme je suis obsessionnelle, moi j'ai réussi à me créer une espèce d'hôtel où il y a que des bons films dans ce truc là. Stylé. Et du coup je me rassure un peu avec ça parce que je trouve que il y a tellement de choses à dire, on n'aura jamais trop de choses, on n'aura jamais fini d'en parler. C'est sûr. Tu vois. D'où le fait qu'il y a plusieurs épisodes. Voilà, c'est ça. Du coup, là, c'est le premier. Avant de s'attaquer aux 3 œuvres, pour moi, c'est vraiment important de découper un peu les sous-catégories. Toi, tu dirais qu'il y a quoi comme sous-catégorie de romance au cinéma? Ah, c'est dur en vrai. Je sais pas si j'en connais beaucoup. Je pense qu'il y a des comédies, quoi. Ouais. Des drames. Ouais. Voilà. Non mais c'est déjà ça. Non mais en vrai je pense que t'as un peu de tout, t'as aussi de la romance mixée avec par exemple des films d'horreur, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a plein de trucs qui sont rigolos. Moi j'ai décidé donc de pas non plus trop m'étendre et de
évoquer des représentations de l'amour que je trouve fascinantes et importantes au cinéma. Ce qui m'a embêtée avec cet épisode, c'était qu'on allait parler de films avec que des couples hétéros, et c'est trop dommage, parce que du coup c'est vraiment réduire le spectre de l'amour romantique à un truc genré, ultra étriqué, je trouve. C'est aussi chouette de voir d'autres amours au ciné, d'autres représentations. Je sais qu'en 2005, moi j'ai vu Brokeback Mountain, Le secret de Brokeback Mountain, donc de Ang Lee avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Donc c'est une histoire d'amour entre deux cow-boys dans la montagne, et ça m'avait fait un choc, et je me rappelle que je l'avais vu avec ma maman, et ça a été son film préféré après ça, et donc du coup il y a le cinéma queer, je pense, peut aussi aider à se débloquer sur certaines questions. C'est cool aussi de représenter d'autres schémas, tu vois. Ouais. Cette année, j'ai vu... donc là, pour le coup, c'est une romance lesbienne avec Kristen Stewart et Katie O'Brien. Et moi, j'ai une fascination pour Kristen Stewart, très bisexuelle. Donc voilà, c'était parfait pour moi, ce film. Ça s'appelle Love Lies Bleeding, et c'est un film qui mêle le thriller avec l'absurde, et du coup cette romance entre ces deux meufs, et genre j'ai trop kiffé. C'est un wild ride, mais je vous le conseille, voilà, si vous l'avez pas vu cette année. Toujours dans la romance lesbienne, je peux pas ne pas citer Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, donc sorti en 2019, qui est quand même la dernière œuvre en date de cette mise en scène, les décors, les costumes, les deux actrices Adèle Haenel et Noémie Merlan. Vraiment, c'est pour le coup un succès critique, et aussi, je pense, dans le monde. Et un deuxième succès aussi critique, c'est Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, sorti en 2017 avec Armie Hammer et Timothée Chalamet. Est-ce que toi t'as entendu parler de ces films ? Ouais, j'ai entendu parler du portrait de la jeune fille en feu. Quand t'en parlais, je me disais que moi je l'ai pas vu, donc faudrait que je le voie. Ben moi, alors pour le coup, je le cite, mais j'ai essayé de le voir et je me suis très fort ennuyée. Ah, c'est vrai ? Pour être très honnête. Okay. Et en fait, Call Me By Your Name, donc encore une fois, c'est un film très aimé. Mais moi j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a une différence d'âge beaucoup trop importante pour moi entre les deux acteurs, et c'est quelque chose qui me gêne, parce que du coup pour moi il y a forcément une influence de ce côté-là, et c'est pas très net. Ok, je comprends. Et du coup ça me bloque, je trouve pas ça romantique. Ouais, je vois. Voilà, mais pour beaucoup de gens ça a été romantique, notamment parce qu'il faut le savoir, il y a la musique de Sufjan Stevens qui est devenue hyper connue. Je la mettrai en fond à ce moment-là. Et du coup je voulais aussi parler de l'amour toxique au cinéma, parce que voilà, alors là on pourrait, je pense, citer 15 dont on a parlé trucs. dans Euphoria finalement. Complètement, c'est vrai. En série, c'est je pense la meilleure représentation de l'amour toxique. Et d'ailleurs, je vais citer un film avec Jacob Elordi, qui joue Elvis, dans Priscilla de Sofia Coppola. Et vraiment, ce film m'a époustouflée. Donc on retrouve la Sofia Coppola de The Virgin Suicides, de Lost in Translation et de Marie-Antoinette. Donc d'un point de vue jeune femme enfermée, c'est époustouflant. Elle sait très bien faire ça. Tu sens qu'elle l'a vécu elle-même un peu, quoi. Et avec Kelly Spenny dans le rôle du coup de Priscilla, il faut rappeler que quand Elvis Presley a commencé sa relation avec Priscilla, elle avait 14 ans. Voilà, et c'est très très gênant. Ils avaient genre 15 ans de différence, et juste le film le dépeint comme le personnage très narcissique et du coup pervers qu'il est. Et c'est chouette de remettre les pendules à la bonne heure. Et il y a aussi 500 jours ensemble de Mark Webb, sorti en 2009 avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. Et ça, pour moi, c'était vraiment le situationship, le film. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre donc un homme et une femme, et en fait lui il tombe amoureux d'elle immédiatement, et elle est en mode ouais mais moi je veux pas que ce soit sérieux. Donc voilà, c'est vraiment un film, je le conseille très fort, je le trouve hyper intéressant autant sur le fond que sur la forme. C'est un film qui fait beaucoup de débats, les gens ne sont pas d'accord sur les interprétations, et du coup c'est intéressant. Voilà, est-ce que toi tu aurais envie de voir ces films ? Ouais, 500 jours ensemble, j'aimerais bien que tu me montres. Ouais, c'est sur la liste. Et Priscilla, tu penses que t'aimerais bien ? Ouais, je pense que j'aimerais bien. Je pense que tu kifferais aussi.
Et enfin, les feel good. Ouais. Là, voilà, je voulais repartir sur une note. Toi, si je te dis feel good comédie romantique, tu dirais quoi? Ah, c'est pas facile, en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai le temps de réfléchir et d'écrire, tu vois. Ouais. Bah après, quand j'étais plus jeune, il y avait genre Bridget Jones. Ça, je pense que c'était un truc feel good à la con, tu vois. Alors qu'en fait, c'est ultra badant. Ouais, c'est assez badant. Genre, elle est alcoolo et tout, c'est terrible. Elle se trouve grosse alors qu'elle n'est pas du mais tout. Mais c'est clair, elle fait genre 60 kilos, ça n'a aucun sens. Ouais, mais bon, Marc Darcy, tu vois, moi j'étais en mode waouh. Est-ce que t'avais aimé à l'époque Love Actually? Non. Non, c'est bien. J'avais aimé Orgueil et Préjugés, par exemple. Ah oui, ça c'est ma soeur qui me l'avait montré. Franchement. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Voilà. Il est génial celui-là. Ouais. Orgueil et Préjugés. Je crois que je l'ai vu genre 7 fois au cinéma quand il est sorti. C'est vrai. C'était insane. T'es un peu la grande sœur finalement. De quoi? Parce que ma sœur aussi, elle a apprécié, ça me fait penser. Ah ouais, non, j'ai vécu à travers ce film très fort à ce moment-là. Moi j'ai mis Wall-E. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. De Andrew Stanton. Il est vraiment très très beau, Wall-E. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je comprends. C'est vrai que c'est j'aime bien parce que tu me regardes. Bah ouais. Mais en fait, genre, je pense que ce film, il devrait être étudié dans les écoles de cinéma, premier degré. C'est vrai. Ouais, je trouve ça trop bien d'avoir fait une introduction où il n'y a pas de parole pendant genre 15 minutes. C'est juste genre, il y a tellement d'âme dans cette introduction, un peu comme Là-haut, tu vois. Genre, ouais, ça, l'amour au cinéma, on aurait pu citer Là-haut. C'est vrai. J'ai aussi mis Obvious Child que je t'avais montré, de Jeanne Robespierre avec Jenny Slate. Est-ce que tu te rappelles de ce film? Je me souviens de ce film, ouais, c'était incroyable. C'est vrai que j'avais adoré, mais je l'ai pas revu pour l'épisode. Et du coup, tes souvenirs sont flous peut-être. J'ai noté aussi, là je vous conseille vraiment pour moi la crème de la crème des feel good en termes de comédie romantique ou autre, Celeste and Jesse Forever de Lee Toland Krieger, sorti en 2012 avec Rashida Jones. Donc pour ceux qui ont la ref, elle joue Anne Perkins dans Parks and Recreation et elle joue dans The Office aussi, et avec Andy Samberg qui joue Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Et en fait c'est un film de rupture. Ouais, je me souviens de ça. Et c'est pour moi le meilleur film qui parle de rupture. Vraiment. C'est vrai qu'il est génial. Il est extraordinaire, les acteurs sont fous, l'alchimie entre eux est dingue. Enfin, genre juste, j'ai dû le voir 60 fois ce film. Et pour finir, Palm Springs, sorti en 2020 de Max Barbacao. Donc toujours avec Andy Samberg, il faut le savoir, j'adore cet acteur. Et avec Christine Milioti. Donc Christine Milioti, c'est la mère dans How I Met Your Mother, il faut le savoir. Et c'est juste, ne regardez rien sur ce film, ne cherchez pas à savoir le scénario, juste lancez-vous. C'est une pépite absolue, il faut le voir, ça va vous faire vous sentir bien, ça va être comme du Xanax, quoi. Enfin, vraiment, faites ça. Et du coup, la dernière catégorie, c'est l'amour dramatique. Et c'est là qu'on va parler de nos 3 films. Et on va commencer, donc on va les faire dans l'ordre un peu chronologique. On va commencer par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004 de Michel Gondry. Et d'abord, je vais te demander, raconte-moi comment t'as découvert ce film et ce que ça t'a fait. Moi, je l'ai découvert quand j'étais au collège. C'était un film de fin d'année, quoi. Genre quand on avait plus cours. Et j'ai un peu phasé quand on l'a vu en cours. Et en fait, je me souviens que du coup, j'avais tilté qu'on l'avait chez moi. Et je l'ai regardé 7 fois dans la nuit. J'ai vraiment phasé, tu vois. Ouais, j'ai un peu... Ça t'a fait un court-circuit. Complètement. Et j'étais en mode, il faut que je fallait que tu... Mais toi, tu fonctionnes beaucoup comme ça. Ouais, ça m'arrive, ouais, c'est vrai. Ça t'a fait pareil pour Your Name. Ça m'a fait pareil pour Your Name, tout à fait. Donc, je suis pareil que toi, moi aussi. Donc il y a beaucoup d'images, d'émotions, parce que je l'ai beaucoup revu quand même. Je sais qu'à chaque fois que j'ai un copain, faut que je lui montre. C'est le genre de, tu vois. C'est le test. C'est important. Ouais, du coup, c'est... En plus, tu disais, voilà, c'est un de tes films préférés, t'as un tatouage sur ton corps en référence à ce film. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est que moi, je trouve que c'est un film complètement fou. Et je trouve ça fou que ce soit ton film préféré. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je vais peut-être parler un peu de Michel Gondry et de pourquoi son ciné est fou. Est-ce que toi, tu connais des trucs sur Michel Gondry ou pas? Je connais pas beaucoup de choses, je connais des films qu'il a fait. Mais lui, en personne, pas trop, tu vois. Ok. C'est quoi les films que t'as vus de lui?
Moi, j'ai vu le dernier, qui était le petit livre des solutions. Oui, le grand livre des solutions, je crois, avec Pierre c'est Ninet. le grand livre, ok. Ouais, tout à fait. Semble, je sais. Mais je sais qu'il a fait... je crois que c'est lui qui a fait La science des rêves. Tout à fait. Mais je l'ai pas vu, par contre. Voilà. Peut-être que ça te plairait. Hein. Peut-être, du coup. C'est assez autobiographique, La science des rêves. Du coup, alors, Michel Gondry, c'est tout un personnage du cinéma français. Il a commencé à faire ses premiers clips pour son groupe de rock punk Oui Oui. Okay. Du coup, en fait, il allait chercher des trucs d'art plastique au magasin, quoi. Il a tout fait tout seul et il s'est un peu fait remarquer comme ça. Et en fait, c'est un mec qui a fait les arts appliqués, mais ça lui a pas du tout plu et il est parti fabriquer des trucs de son côté. Michel Gondry, c'est le do it yourself, c'est tu fais toi-même, quoi. Tu fabriques, tu récupères, c'est un cinéma de briques et de broc. Et en fait, avec ces petits clips, il arrive à rencontrer Björk, donc quand même la chanteuse... J'avoue. Alors, je sais plus, elle est finlandaise, je sais plus, islandaise. Pas sûr. Bon, bref, vous voyez qui c'est, Björk, quand même. Dans les années 90, il la rencontre, elle adore son univers visuel, et elle l'emploie pour commencer à réaliser ses clips. Donc, Michel Gondry, il a commencé, comme David Fincher, dans le cinéma par les clips. Et ça, je trouve ça trop cool. Et en fait, il a réalisé plein de films cultes, notamment Around the World des Daft Punk. Il a réalisé pour le groupe I Am Je danse le Mia. Et en fait, donc dans ce clip-là, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'il y a un beat de la musique, il y a un zoom en fait sur l'écran qui zoome de plus en plus sur la soirée. Donc voilà, en fait c'est que des idées visuelles comme ça. En fait pour les Chemical Brothers, il a réalisé le clip Star Guitar et moi à chaque fois que je suis dans un train, j'ai besoin d'écouter cette musique parce que je repense au clip. En fait le clip c'est donc un train, une fenêtre de train et à chaque fois qu'il y a un truc dans la musique, un instrument, il y a quelque chose qui se passe à l'écran. Et c'est juste hypnotisant et c'est trop incroyable. Une bonne idée. Et du coup, moi, quand je suis dans un train, je peux pas m'empêcher de faire ça, tu vois. Voilà, et en fait, c'est que des idées hyper impactantes comme ça. Il a aussi réalisé des trucs pour les Rolling Stones, Massive Attack, Radiohead, The White Stripes. Michel Gondry vient d'une famille, genre sa mère c'était une grosse hippie, son grand-père c'était l'inventeur des instruments, des premiers instruments électroniques, c'est lui qui a inventé le claviolin je crois, qui est utilisé dans la musique des Beatles, enfin, donc du coup voilà, ils ont tous, c'est des scientifiques un peu fous et tout, il travaille beaucoup avec son frère aussi. Tellement inventif quoi. Et ça se sent je trouve dans son cinéma, c'est la débrouille quoi, c'est des processus simples, des matières simples, du papier, on va récupérer des branches, enfin voilà, c'est assez passionnant de voir son processus créatif. Et en fait il s'appuie beaucoup, c'est un grand introverti, un grand timide et il s'appuie sur son imagination et en fait tout est à la fois enfantin, mélancolique et en même temps un peu cauchemardesque, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et on retrouve ça je trouve très fort dans Eternal of Sunshine of the Spotless Mind. Donc du coup pour parler plus précisément du film, parce que là je suis partie sur Michel Gondry, donc c'était avec Jim Carrey donc qui sortait d'une dépression et ça se sent un peu dans le film, elle est très marquée je trouve. Très bien. Kate Winslet, Elijah Wood, quand même, Mark Ruffalo, donc le Hulk des Avengers, et Kirsten Dunst. Donc déjà, ce film sort de nulle part, on est en 2004, et genre le casting est top notch, ouais, c'est que des stars. Incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Fou quand même. C'est vraiment un assemblage particulier, je trouve. Et puis Jim Carrey, moi j'étais jeune quand je l'ai vu quand même, et c'était la première fois que je le voyais jouer comme ça, quoi. C'était vraiment... Moi aussi, je crois. On avait un peu accès à ça dans Truman Show, un côté un peu plus sérieux. Beaucoup plus tard, en vrai. Mais c'est vrai qu'il est très habité. Ouais. Vraiment. Et c'est là que tu vois il y a un documentaire Arte sur Jim Carrey. Je l'ai vu. Je l'ai vu, il était exceptionnel. Ouais, il est plutôt cool. Donc du coup, au scénario, on retrouve Charlie Kaufman, qui n'est pas n'importe qui non plus, c'est le scénariste Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze. Donc c'est un style d'écriture, genre tout est hyper déroutant, ça joue avec le surréalisme et beaucoup le malaise. Vraiment, c'est la marque de fabrique de Charlie Kaufman. Et je trouve qu'on retrouve ces éléments-là dans Eternal Sunshine. Complètement, ouais. Il y a un peu de malaise à certains moments, quoi. Donc du coup, pourquoi toi t'aimes ce film ? La fascination, je pense que j'ai eue. J'avais pas vu de film comme ça. En fait, ça m'a procuré beaucoup d'émotions incroyables et je pense qu'à ce moment-là, j'en avais peut-être besoin. Ouais. Et du coup, ça m'a nourri de quelque chose, quoi. Je sais pas comment dire. Et je trouve qu'il joue hyper bien. Enfin...
t'es très pris dans leurs émotions, ça paraît... En fait, c'est de la science-fiction, mais ça paraît complètement réel. Je sais pas comment dire, j'y crois très très fort. Bah, quand t'es dans les bureaux, que tu vois les objets, Ouais. Ça fait vraiment très, en effet, banal, Complètement. quotidien. Ouais. Avec un truc, ça représente très bien les rêves aussi. Ouais. Il y a un côté presque un peu documentaire, je trouve, au début. Et d'ailleurs, les acteurs sont beaucoup filmés caméra à l'épaule. T'es immergé avec eux, tu vois. Notamment la première scène où il dit je suis pas allée au travail, j'ai pris un train pour mon toc. Ouais. Enfin, tu sais, t'as ce truc... c'est très tourné vers la subjectivité déjà de Joël. Complètement. C'est de toute façon, tout le film sera sa perception. Et toute la Clémentine qu'on va voir, c'est la Clémentine de Joël, enfin perçue par Joël. Tout à fait. Même si on va avoir accès, mais en fait c'est que ses souvenirs, donc voilà. C'est quand même un film, on n'a pas parlé du coup de l'histoire. C'est vrai. Mais si tu devais la résumer, toi. Bah c'est vrai que tu suis tout à fait Joël, qui prend un train et qui rencontre Clémentine. Après je sais pas si je spoil, si on peut spoiler. Quand même la 2006, ça va bientôt faire 20 ans. J'avoue. Et du coup, ils forment un couple. Elle est un peu excentrique. Elle a des cheveux colorés. Enfin, je vais peut-être trop loin, mais voilà. Non, si, c'est ça. Et lui, il a l'air assez timide, un peu déprimé. Enfin, bref. Et il y a une super alchimie quand même. Ils se mettent ensemble. Et le couple va de moins en moins bien. En fait, c'est un peu un couple toxique à ce moment-là, finalement, au bout d'un moment. C'est un vieux couple, tu vois. Et Clémentine va dans une clinique, en fait. Pour effacer les souvenirs de Joël. Ouais, ça, effacer qu'il a existé. C'est ça. Et il va savoir, je crois, il reçoit une lettre. Et en fait, c'est toute la bataille de ce mec-là pour qu'elle ne sorte pas de ses souvenirs, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu long comme résumé. Non, c'est bien, hein, mais là, t'as résumé l'histoire. Alors, il la prend pas par une lettre, c'est horrible. Il va la voir au travail et elle ne le reconnaît pas. Ah ouais, c'est vrai. Cette scène. C'est vrai que c'est cette scène. Et après, elle embrasse un autre mec. Et là, en fait, du coup, il part de la bibliothèque et les lumières s'éteignent autour de lui. Ouais. Et là, il passe le pas de la porte et chez ses amis, t'as ces transitions. Moi, c'est ça que j'aime avec Gondry, c'est vraiment... On te montre comment le personnage se sent. C'est très visuel, ouais. C'est magnifique. Moi, il y a des paysages... En plus, la musique, elle est incroyable. C'est John Bryan. Et elle s'accroche bien à des scènes. Oui, c'est ça. C'est assez figé en fait, il y a souvent des plans fixes et je trouve qu'il t'accroche beaucoup visuellement, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que ce couple Joël et Clémentine, c'est les opposés. Complètement. Lui, comme tu disais, il est un peu parano. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que leur toute première conversation, en fait, c'est pas leur première conversation parce qu'ils se sont oubliés à ce moment-là, mais ils se retrouvent quand même. Il dit, elle lui dit, ouais, tu parles pas beaucoup, et il dit, non, mais en fait, je ne m'intéresse pas. Ouais. Ça, je comprends très bien cette émotion. Et du coup, je voulais te poser la question, tu t'identifies le plus à qui ? Je pense que ça dépend des moments. Parce qu'en vrai, je peux m'identifier à Clémentine aussi. Moi, je trouve quand même qu'on voit son point de vue. Je sais pas comment dire, mais je trouve que le film montre bien aussi sa partie, finalement. Du coup, je pense que ça dépend des moments. Ça peut être Joël ou Clémentine. Ça change. Ça change, ouais. Ok. Voilà. Ça dépend de l'humeur, tu vois. Ouais. Mais je pense que, en fait, en vrai, c'était un peu un mix des deux. Ouais, sûrement. T'as le côté un peu du chaos, impulsif, tu sais, genre... excentrique que tu peux parfois exprimer et en même temps t'as le côté timide, introverti ouais, c'est et ça. Déprimé aussi. En fait c'est un film qui parle beaucoup de dépression et ça m'avait fait du bien je pense parce que voilà ça parle beaucoup de dépression aussi et d'anxiété, enfin il y a, je sais pas comment dire, il est très émotionnel ce film je trouve. Enfin moi c'est ça que ça m'a procuré beaucoup. Ouais bien sûr. Non mais ça a été un peu une drogue après tu vois. En mode faut que je revoie ça. Ouais. Mais c'est un film où il se passe beaucoup de choses et en fait concrètement le film est dans le désordre. C'est-à-dire que le début du film, comme on le disait, en réalité c'est la fin. Ouais. C'est quand les deux procédures séparées sont arrivées au bout, mais que, étonnamment, les deux se retrouvent de manière inconsciente en fait. Il y a quelque chose qui est resté suffisamment enfoui pour qu'ils se retrouvent et qu'ils se replaisent et qu'ils
Et finalement, c'est très drôle parce que pendant cette scène, elle lui dit je vais t'épouser. Je le sais, mais je vais t'épouser. Et il y a leur alchimie pendant cette première scène, et ensuite ça coupe directement à Joël qui pleure dans sa voiture. Et là, t'as le générique. C'est-à-dire que t'as la rencontre, whimsical et tout, trop bien, ça se passe bien, et hop, ça coupe et c'est la rupture. Et t'es en mode, tu ne comprends rien au début. Complètement. Et en fait, le film est dans le désordre, c'est à toi de mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre pour comprendre. En même temps, c'est complètement fantasque, ce qui se passe à l'écran, c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est... Tu vois, la clinique en question, c'est le bordel. C'est le bordel. Les employés, ils font n'importe quoi, c'est chaotique. Puis, t'as une sous-histoire dans les employés, et des fois, je me disais, mais c'est trop marrant qu'il ait créé ce truc-là... c'est vrai que ça paraît... Ils sont dans leur chambre, ils prennent des bières. Ouais. Enfin, ils s'en battent les couilles, ouais. C'est clair. Complètement. Et en même temps, moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un sens de panique de mais putain, ils font pas gaffe, alors que genre, il y a le cerveau de quelqu'un c'est clair. en jeu. C'est assez particulier. Et puis, je pense que le fait que ce soit déconstruit, c'est pour ça que je l'ai vu autant de fois aussi. Enfin, parce que j'avais besoin de comprendre mieux, je pense. C'est pas un film qui t'est offert sur un plateau où on t'explique tout de A à Z. C'est un film où toi-même, tu dois réfléchir derrière. Et ça, je trouve ça vraiment cool, ce genre de film-là. Complètement. Et je pense que les 3 films qu'on a choisis, c'est comme ça. Ouais, c'est totalement ça. Films que tu dois reconstruire. C'est des Rubik's Cube. C'est marrant que j'aime ça. Je me demande pourquoi, tu vois. Ça m'interroge. Bah, je pense que c'est sûrement le désir de vouloir creuser. Ouais, peut-être. Finalement, pour moi, c'est un peu des espèces d'énigmes, ces films. Ouais, c'est vrai. Que tu dois toi-même un peu c'est vrai derrière. Des fois, c'est un peu inquiétant aussi. Tu sais pas où ça va. T'es un peu perdu. Ouais. La première fois, ça te procure ça beaucoup. Moi, ce film, la toute première fois que je l'ai vu, je devais avoir 15-16 ans. Et je crois que ça m'avait donné la nausée, les scènes de... Parce qu'il y a des scènes, c'est des scènes de cauchemar, très apparentées au cauchemar. Et ça avait été trop pour moi. Parce que justement, c'est dans ce cinéma ultra réaliste, je trouve... et sensoriel. Les objets, tu peux les toucher, tu peux connaître leur substance, enfin, c'est très particulier. Ouais, complètement. Mais bon, je vais expliquer un peu plus tard par quoi ça passe. Du coup, moi, là, par exemple, la première fois que je l'ai vu, je sais pas si toi ça t'a fait ça, je me suis dit, j'aurais bien aimé que ça existe, ça. C'est vrai ? Bah, en fait, quand j'ai vécu mes propres ruptures, j'avais envie d'effacer ce qui m'était arrivé. Tu vois, j'ai ressenti ce truc de c'est trop douloureux, je peux pas le gérer, ce serait plus facile de recommencer de A à Z. Enfin, ouais, alors que moi, non, c'est plus la lutte que j'imagine, tu vois. La lutte pour récupérer le souvenir. Enfin, pour moi, c'est trop important, genre... je sais pas comment dire. Bah, maintenant, Bien sûr que tu comprends que en fait la personne que tu es aujourd'hui c'est la somme de tes expériences et que si tu oublies tes expériences, tu vas régresser. Ouais. Du coup, tu vas refaire les mêmes erreurs en boucle et donc du coup tes souvenirs sont toi. Si on t'enlève tes souvenirs, on t'enlève des parts de toi aussi. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce film, c'est que ça montre ça. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Clémentine, elle incarne le trope de la Manic Pixie Dream Girl, je sais pas si tu connais. Non. C'est en fait le personnage, c'est apparu dans beaucoup de films dans les années 2000, de la meuf, elle a les cheveux colorés, elle rigolote, elle fait des trucs bizarres et elle redonne de la vie à un mec mort et déprimé, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est ce trope-là. Alors que pour autant, Clémentine, elle lui dit dans le film... je suis pas la meuf de tes rêves, je suis juste une meuf qui essaye de s'en sortir. Enfin, elle essaye en tout cas de lui dire ça, quoi. Totalement. Et puis elle est pas que parfaite dans le film, quoi. Tu vois, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils sont assez authentiques comme personnages. Enfin, en tout cas, à mon âge, quand je l'ai vu, je me disais... ouais, c'est hyper authentique comme jeu d'acteur. C'est trop marrant parce que du coup, Michel Gondry, ce petit lutin facétieux et farfelu, allait voir Jim Carrey, il disait le film c'est un drame. C'est un drame, tu joues comme dans un drame. Et ensuite il allait voir Kate Winslet et il disait le film est une comédie. Donc tu dois être drôle. C'est génial. En vrai. Et j'aime trop juste cette idée d'avoir fait ça. Du coup, quand tu es amené un peu à reconstruire le puzzle, comme on disait, t'as quand même des éléments du récit qui reviennent et qui sont symboliques, et cet élément, c'est les cheveux de Clémentine. Tout à fait. Je sais pas si tu te souviens de ses couleurs de cheveux dans le film. Si, orange, vert et bleu.
Ouais. Et il y a aussi rouge. Et du coup, en fait, si tu fais attention à quand la couleur apparaît dans le récit et à ce qu'elle peut signifier, tu te rends compte que t'as un pattern, du coup. En fait, quand ils se rencontrent au tout début du film, elle a les cheveux bleus. Et du coup, c'est l'hiver. Leur relation est morte. Ils se sont oubliés l'un l'autre. C'est vraiment la fin du cycle, quoi. Et quand ils sont dans le must de leur passion, de leur phase un peu de lune de miel, qu'ils s'aiment, que c'est fort, etc., c'est le rouge, donc la couleur de l'amour et de la passion. Et quand ils commencent à se disputer, et que ça va pas dans le couple, c'est orange, donc la couleur de l'automne. Et là, en fait, vraiment, pour moi, c'est le rouge qui s'est délavé, quoi. Ouais, complètement. Tu vois ? Et du coup... à la fin du film, finalement, la boucle se boucle et ils se rencontrent pour la première fois. Et ses cheveux sont verts. Voilà, c'est vraiment la couleur du printemps, je sais pas comment dire. Et du coup, en fait, ça te montre que leur relation a un cycle et qu'en fait, on repart et ça va... Et en fait, du coup, il y a un truc à la fois pour moi pas du tout réconfortant là-dedans. Oui, c'est clair, c'est vrai. Genre, dit comme ça, j'espère pas en fait qu'il y aura de nouveau une fin, parce que ça veut dire qu'ils vont de nouveau rompre, tu vois, ou alors est-ce qu'ils vont rester à une phase, j'en sais rien. Ouais, c'est possible en vrai, mais après ça veut pas dire que leur histoire elle était pas bien, tu vois. Ah bah non, bien sûr. C'est aussi un truc de bon... Ouais, je sais pas comment dire, mais c'était pas le moment, quoi. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. Ou alors peut-être que tout simplement ils sont trop opposés, les deux personnages. Peut-être. Tu vois, peut-être que ça marche pas trop de ce côté-là. Bon, alors du coup, c'est quand même un film qui parle du processus du deuil aussi à travers notamment ce cycle. Pour toi, c'est montré comment dans le film, tout ça ? Bah, je pense que c'est montré quand ils sont dans le cerveau et les moments où ils retournent dans l'enfance, quoi. Enfin, lui, il revit des scènes avec sa mère. C'est vraiment absurde, ce moment-là, mais ça parle beaucoup du rêve, de l'inconscient et des souvenirs, quoi. C'est un gros mélange de ça, ces scènes, je trouve. Et du coup, je trouve que ça parle beaucoup de deuil parce qu'il se refait beaucoup de scènes. Et puis, c'est tout un marchandage, finalement, parce qu'il lutte contre lui-même pour la récupérer. Enfin, c'est un peu ça. C'est ça. Bah, il a pas accepté. Même à la fin, il n'accepte pas que c'est fini. Donc, du coup, il fait pas vraiment le deuil. C'est vrai que tu disais que du coup, on va dans les souvenirs. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on montre un peu comment ça marche et qu'en fait, du coup, il y a cette scène où il doit attraper tous les objets qui lui rappellent Clémentine ou qui sont des souvenirs de leur relation. Il doit les amener à la clinique et il doit les regarder. Et eux, en fait, ils mettent des petites cartes dans le cerveau pour retrouver après. Du coup, c'est hyper, encore une fois, de bric et de broc, tout en étant crédible. Et c'est trop bien foutu. Alors du coup, t'as parlé d'une scène où il voyait sa mère, et j'avais choisi cette scène pour Anatomie d'une scène, pour amener cette petite rubrique, et du coup pour montrer un peu, à travers cette scène, les procédés du réalisateur, comment il fait, en fait, à partir d'une scène. Donc c'est une scène où Joël est en train de se faire enlever ses souvenirs, il s'est rendu compte de ce qui se passe, et il en parle avec Clémentine. Et avec Clémentine, ils essayent justement de s'échapper, quoi, qu'ils ne les fassent pas. Et donc du coup, c'est une scène d'intimité un peu. Ils sont tous les deux sur le canapé et on est relativement proche d'eux. C'est un peu zoomé. On a la sensation d'être vraiment dans leur bulle. Et c'est une scène qui parle de désir et de sexualité. Où en gros, elle dit « Mais si, tu te rappelles, c'est le jour où t'as vu mon entrejambe mais que t'as été horny. » tu vois. Et du coup, on voit le plan en vue subjective et c'est très enfantin, de la couverture qui se lève sur la petite culotte. Complètement. Tu vois. Et du coup, là, voilà, c'est le point de vue de Joël. Sur « Oh, il a été excité parce qu'il a vu ses culottes, donc c'est trop mignon. » Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est là qu'elle lui dit « Cache-moi dans un autre souvenir. » dans un endroit où je devrais pas être et on attendra là jusqu'à demain matin, jusqu'à ce que tu te réveilles. Et donc du coup, voilà, même là, c'est un peu enfantin, quoi, il s'enfuit. Et c'est là que du coup, il cherche et il lui dit I can't remember anything without you. J'arrive pas à me souvenir de rien d'autre que de toi, quoi. Il y a beaucoup de belles citations dans ce film. Ouais. Vraiment, il y a des très beaux trucs. Et là, elle lui dit si, vraiment, essaye.
Et du coup là, hop, ça switch et en fait, du coup la caméra change, c'est un grain beaucoup plus épais, c'est des images qui semblent d'archives et en fait on voit un plan sur les petites bottes jaunes d'un enfant qui saute dans la boue, dans la pluie. Et en fait, il se souvient de ce qu'il chantait à ce moment-là. Donc là, on entend le son, l'écho du chant d'enfant et lui qui chante dans le canapé. Donc en fait, on a un aller-retour sur ses inserts. On voit son petit vélo sous la pluie. Donc là, c'est encore une fois très sensoriel. L'acier trempé, etc. Et on les revoit tous les deux sur le canapé. Et là, il commence à pleuvoir dans la pièce. Et du coup, il se protège la tête avec les livres. Et elle dit « ça marche, ça marche !» Et il y a ce côté un peu miraculeux, tu vois, un peu jeu. Et là, ils chantent tous les deux sa musique. Il y a un plan qui balaie la pièce. Et là, dans la pièce, il y a le vélo d'enfant. Et là, il se lève du canapé et il se jette sous la table. Insert d'un petit enfant qui se jette sous un toit de tôle pour s'abriter de la pluie. La table est faite en tôle. Donc il y a vraiment cette espèce de transformation du couloir physique de l'environnement, de c'est contaminé par le souvenir. Enfin, et comment c'est mis en scène, c'est hyper simple en fait. Tu fais pleuvoir dans la pièce et tu fais une table de tôle. Genre, je trouve ça génial. Et donc du coup, là il y a le plan serré sur la joue de l'enfant lorsqu'il tire la langue pour goûter la pluie, autre chose qu'on a tous fait dans notre vie. Et on voit Joël lui-même qui retombe dans un état très infantile. Il court enfant et ensuite là ça coupe de nouveau et il est en pyjama sous la table dans la cuisine. Il a 3 ans. Et donc du coup t'as l'acteur Jim Carrey qui est dans un décor où du coup t'as une immense table et un immense frigo et il a la taille d'un enfant de 3 ans par rapport au... Et t'as du coup aussi Clémentine qui est sa babysitter et qui fait des blagues. Et c'est là que c'est très drôle parce que tu vois en fait qu'il a vraiment une vision de Clémentine où elle existe. Parce qu'elle dit « Oh mais elle est trop belle cette robe, j'aimerais trop partir avec » Et après elle va voir la mère, elle lui dit « Ouais, vous auriez pas de l'alcool et tout, franchement je me ferais bien un cocktail. » Et tu vois, pendant tout le film, elle est grave alcoolique. Complètement. Mais genre en même temps, elle est adorable et géniale et elle est incroyable. Électrique quoi. Donc voilà, c'était ma rubrique Anatomie d'une scène, de comment il réussit à se cacher dans le souvenir. C'est vrai que il y a beaucoup de mise en scène très impressionnante quoi. Et c'est une claque visuelle la première fois, je trouve. Oui, moi aussi, je pense. Mais même à chaque fois. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des détails que tu vois pas la première fois. C'est magique. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind? C'est pas mal déjà. Du coup, on va passer au prochain film qu'on a vu, mais je crois il y a une semaine. C'est ça, tout à fait. Du coup, je te l'ai montré très récemment. The Fountain, donc sorti en 2006. Donc de Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan, Requiem for a Dream, Pi, tout ça, avec Hugh Jackman et Rachel Weisz. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as ressenti et vécu quand t'as découvert ce film ? Bah, beaucoup d'incompréhension au début. C'est-à-dire que t'es assez perdu. Moi, je savais pas trop quel genre c'était, en fait. Ouais, tu m'as posé la question très vite. Tu m'as dit, attends, c'est censé être drôle ou pas ? Est-ce que c'est une comédie ? Et en vrai, pas trop. Pas du tout. C'est pas trop une comédie. Mais justement, on va en parler. Mais là, c'est un peu, du coup, absurde. Tu comprends pas. Et en fait, t'as un crash, au bout d'un moment, dans l'écran. Et là, ça switch complètement de genre. Et là, t'es perdu. Tu vas voguer. Je dirais ça. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'ai découvert ces films, je pense que j'avais 16 ans et ça a révolutionné ma vie, quoi. Genre, j'ai été obsédée très très longtemps par ce film, par sa BO. Je pense que il m'influence. Enfin, il fait partie de moi maintenant, quoi. Il fait partie de mes veines. Je sais pas comment dire. Mais j'ai une grosse fascination pour, je pense, c'est un film très, très esthétique, très visuel. Et voilà. Ça, c'est sûr. Alors, c'est gros sabots à la Darren Aronofsky, mais pour autant, c'est pas du Baz Luhrmann, tu vois, la Moulin Rouge non plus. Pas... Mais c'est quand même, voilà. Est-ce que tu pourrais résumer l'histoire, tu penses ? Bah, c'est pareil, c'est un peu en désordre. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est pas facile, genre. Ouais. En plus, je l'ai vu qu'une fois, du coup. Ouais, mais tu l'as vu il y a une semaine. C'est vrai. Moi, j'ai un peu l'histoire de... Donc, du coup, c'est un docteur qui est fiancé à sa copine. Et qui est marié, pardon. Qui est marié, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un symbole important du mariage. Et du coup, il doit la soigner, en fait. Elle a une maladie, il doit la soigner. Et lui, il fait des trucs chelous, en vrai. Il implante des trucs...
Enfin, il y a un truc Des avec cellules. des plantes, des cellules dans Ouais. des animaux pour voir si ça tue le cancer en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, il doit aller chercher des cellules dans les forêts. Et il y a toute une symbolique avec la forêt et tout. Enfin bref, c'est très profond, il y a beaucoup de choses. C'est dur en vrai de résumer. C'est hyper dur. C'est hyper... Mais en fait, sa femme Izzy, merci beaucoup. Pardon. Pourquoi c'était très bien. Sa femme Izzy est malade du cancer, elle a écrit un livre qui s'appelle The Fountain Ouais. et qui raconte l'histoire d'un conquistador qui, pour la reine d'Espagne, pendant l'Inquisition espagnole, justement, va chercher l'arbre de vie en Amérique du Sud, chez les Mayas, quoi. Donc en fait, t'as 3 temporalités. T'as le conquistador à l'époque de l'Inquisition, donc une époque pas fun du tout, et montrée comme pas fun du tout, visuellement. C'est là qu'on voit un peu le côté burlesque du début, où tu savais pas trop si c'était... Une comédie, ouais, ça va être drôle. C'est ça, on a la timeline du docteur, comme tu disais, là, le chirurgien, et on a aussi, évidemment... le futur, genre. Ouais, mais c'est bizarre, quoi. C'est un mec, il est dans une bulle, il y a un arbre, il parle à son arbre. Et en vrai, là, t'es chez les conquistadors et d'un coup ça se coupe et t'es dans l'espace. Et c'est un espèce de moine. Et là, t'es perdu, genre il est sur une espèce de planète. Et en effet, il y a un arbre et c'est très sensoriel. Genre, ses lèvres touchent l'écorce, c'était en mode qu'est-ce qui se passe. Enfin, moi, j'étais perdue au début. Les émotions, là, elles étaient pas claires, tu vois. Ouais, j'aime bien, moi. Ah, mais j'ai rien compris, hein, la première fois que je l'ai vu. Vraiment, j'étais... Bon, c'est... The Fountain, c'est un peu l'idée bizarre de la science-fiction vue par Aronofsky, quoi. Aronofsky, c'est que, en fait, il a vu Matrix en 1999, il a fait « Waouh, c'est trop bien !» Et après, il s'est dit « Moi aussi, je veux faire de la science-fiction », parce que Matrix a quand même révolutionné le genre de la science-fiction. Il s'est dit « Ah, mais on peut en faire différemment », et du coup, il a décidé de faire une histoire, genre, qui s'occuperait pas du tout de la science et de la technologie. Il était en mode « Ça m'intéresse pas !» Par contre, on va parler de spiritualité. Et du coup, voilà, il y a de la science-fiction, mais à sa manière. Ouais. C'est-à-dire de manière très abstraite. Il a fait beaucoup de recherches, par contre, sur l'histoire maya. Il est allé voyager là-bas, il a passé beaucoup de temps, il a lu beaucoup de livres sur la spiritualité. Enfin, il voulait quand même que ce soit éduqué de ce côté-là. Ouais, ok. Ça, c'était important pour lui. Donc, qu'est-ce qui lie ces 3 histoires ? Ben, il y a un arbre de vie et il y a la mort. Tout à fait. Et en fait, Tommy, donc le personnage incarné par Hugh Jackman, est obsédé par l'immortalité. Oui. Parce que sa femme est en train de mourir. Et en fait, plutôt que d'accepter qu'elle est en train de mourir, il s'enferme dans une recherche effrénée scientifique, comme s'il allait trouver le remède contre la mort. Et en fait, c'est ce qu'il essaye vraiment de faire. Ouais. Il dit la mort est une maladie, je vais la guérir. Et en fait, pendant ce temps, donc le personnage de Rachel Weisz écrit un livre pour lui faire accepter sa mort. Parce que c'est un livre qui parle d'une étoile mourante qui s'appelle Xibalba et que, en gros, il y a quelque chose après la mort. Il y a la transcendance de l'âme. Et que peut-être que c'est ça, en fait, l'immortalité. Et que c'est pas dans cette vie-là que ça doit se passer. Et donc, du coup, il y a beaucoup cette idée de la réincarnation. C'est eux au Moyen-Âge, c'est eux au temps moderne, et c'est eux dans la capsule de l'astronaute. Alors que elle est vraiment montrée comme... Elle accepte. Elle est vraiment dans l'acceptance de sa mort. Et elle a très envie de pouvoir en parler avec lui. Elle a envie de communiquer, et lui bloque tout. Pour elle, entre guillemets, enfin vraiment, c'est assez dramatique, ouais. Ouais, c'est vraiment très triste. C'est assez déchirant. Moi, je me rappelle que je pleurais beaucoup quand je le regardais adolescente. Et en même temps, c'est un film extrêmement symbolique. Donc c'est du Darren Aronofsky, donc c'est du symbole en veux-tu, en voilà, de la métaphore par-ci, de la métaphore par-là. Et moi j'adore, même c'est ma nourriture. Disons que, par exemple, le personnage de Rachel Weisz, Izzy, elle est toujours habillée en blanc. Ouais, et le blanc, c'est quand même la couleur de l'espoir et de l'au-delà. Tandis que Tommy, lui, il est toujours habillé en noir. Alors que c'est ce qu'il refuse de faire, d'être en deuil. Et voilà, c'est cette obscurité, quoi, en fait, qui est dépeinte dans le film. Qu'est-ce qui fait que ce film m'a autant obsédée ? Je pense qu'il y a aussi la musique de Clint Mansell. Clint Mansell, c'est quand même le type qui a fait le thème iconique de Requiem for a Dream,
Ça a quand même été un recette culturelle, ce thème. Il est extrêmement talentueux. Enfin, moi, la musique, cette musique-là, elle est... En fait, on dirait un corps humain qui respire, je trouve, cette musique. Ouais, je vois. Et ça ajoute, comme on est beaucoup dans l'espace, que c'est très contemplatif, que tu regardes parfois que de la lumière et des formes, il y a un truc très planant aussi. Complètement. Qui marche bien avec la musique. Il y a des transitions, que je trouve géniales. Le corps mouillé dans le bain qui se transforme en écorce d'arbre. Il y a le plan à l'envers, en fait, un plan à 360 degrés d'une route avec une voiture plein phare qui va vers la ville. Donc il y a ce plan-là au début du film, et en fait, 2/3 du film, t'as un autre plan. En fait, cette fois-ci, c'est des ronces. C'est un homme à cheval, et en fait, c'est le même mouvement de caméra, mais il va vers un château au loin et tout. C'est menaçant, ça fait peur. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui restent. Évidemment, moi je trouve que Aronofsky, c'est quand même un réalisateur dans la sensorialité, dans sa mise en scène. Ça se fixe sur des détails très intimes dans le film, mais vraiment tu peux sentir le grain de la peau, le souffle, tu devines le corps chaud et endormi de Izzy dans son lit, quoi, quand il vient s'allonger auprès d'elle. En fait, tu sens presque son odeur. Ouais, complètement. Je trouve vraiment il y a quelque chose de leur relation, et aussi de l'alchimie entre les deux acteurs, qui est vraiment... Il faut savoir aussi que Rachel Weisz était la femme de Darren Aronofsky à ce moment-là. Et c'est vrai, c'est ce que je te dis, quand on regarde des films, il peut pas s'empêcher de la filmer en super gros plan. Vraiment, il a besoin d'être proche d'elle, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait... T'as vraiment l'impression que... T'es avec eux, ouais, c'est vrai. Le grain est très particulier, et en plus, il change en fonction des époques, donc c'est très marquant visuellement, quoi. C'est vrai que t'as ce côté un peu goofy quand ils sont dans les montagnes Maya, là, avec la jungle et tout, parce que tout a été fait en studio à Montréal. Il n'y a aucun décor réel. Et donc, du coup, t'as ce côté un peu baroque kitsch à la Aronofsky, je trouve, quand même, qu'il y a ce côté-là dans ces films. C'est beaucoup. Ouais. Ok. Et en revanche, t'as un côté beaucoup plus épuré dans le reste de... Ouais, le réel, entre guillemets. Le réel, le présent, en tout cas, il est assez froid, quoi. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup l'hôpital, où il travaille pour chercher le remède contre la mort. C'est ça. Hugh Jackman, il faut savoir que c'est un acteur physique. Quand on vous dit Hugh Jackman, vous voyez Wolverine, et c'est vrai qu'il incarne physiquement ces personnages. Et dans ce film, il a 3 physiques très différents. Quand il est conquistador, il joue son rôle, en fait il déploie son 1m90, je pense qu'il est très grand, je sais pas exactement combien il fait, et en fait il se penche en avant pour avoir l'air menaçant, puissant, enfin voilà, cette force inarrêtable, un peu en aventurier, quoi. Tandis que quand il joue le docteur, il se rétracte un peu, quoi, il met la tête dans les épaules, et tu sens qu'il essaye d'occuper moins d'espace. En fait il voulait montrer le poids du monde sur les épaules de Tommy. Son travail, quoi, de chercher le remède contre la mort, alors qu'en fait, le vrai poids du monde, c'est qu'il est en train de perdre sa femme. C'est ça. Tu vois, c'est juste... En même temps, il est hyper... il t'agace, tu vois, et en même temps, t'es hyper en empathie avec lui, c'est-à-dire que tu compatis complètement avec ses émotions, et il fait la merde, d'une certaine façon, donc c'est vraiment terrible. C'est un peu un anti-héros, hein, parce que en vrai, il est, dans ses choix et ses actions, il est assez détestable dans le présent. Avec Izzy, en fait, il l'abandonne complètement. Mais moi, malgré toute la colère que je peux avoir contre lui, j'adore ce personnage. C'est vrai que... Moi, je comprends, quoi. Complètement. Et je la comprends, elle aussi. Beaucoup. Oui. D'être hyper lucide sur sa fin. Rachel Weisz, elle a passé beaucoup de temps avec des gens, justement... ils ont eu une approche très scientifique. Elle est allée dans des hôpitaux voir des gens, justement, qui mouraient de cancer pour parler avec eux, en fait, de leur vision, de leur maladie, de ce qui leur arrivait, etc. Et Hugh Jackman, il a assisté à des opérations à cerveau ouvert, quoi, pour être crédible en tant que docteur. Je sais pas si l'acteur studio va pas trop loin parfois. Peut-être. Tu vois, je suis en train de me laisser les gens me crever, tu vois. C'est clair. Après, moi, franchement, je suis en train de crever, je vois Rachel Weisz, je suis refaite. Ouais, tu m'étonnes. Elle veut entendre mon histoire. Il y a peut-être des gens qui seraient contents. Ah ouais, franchement, elle veut entendre mon histoire et tout. Je suis en mode grave, je te raconte tout ce que tu veux. Donc, ça peut faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça va. Les décors, est-ce que tu te rappelles du coup du décor un peu de la capsule ?
avec l'arbre. Ouais, c'est très contrasté, c'est-à-dire que c'est noir et blanc, quoi, beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de lumière, en fait, dans ces phases-là. Et il y a l'arbre. Enfin, en fait, ça recrée la relation qu'il y a sur Terre, mais dans cette espèce de futur espace. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est les moments qui te coupent un peu du récit, et en même temps, du coup, c'est les moments que je trouve les plus intéressants et les plus beaux aussi visuellement, quoi. Donc c'est très agréable de naviguer entre les différents tableaux, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu comme un flow que tu suis au bout d'un moment. J'avais pas fini sur la physicalité de Hugh Jackman, ça me fait penser que j'ai pas décrit son jeu quand il fait l'espèce de voyageur dans l'espace. Et du coup, là, je sais pas si tu te rappelles, mais il fait que des trucs de yoga. Complètement. Genre, c'est le maître zen, il fait du tai chi et tout. Et c'est marrant parce que tu vois, visuellement, à un moment, il y a une scène où il va être enseveli de plantes, genre sa peau devient de la plante et tout. Et quelques jours après, j'ai rêvé de ça. Wow. Alors, c'était pas total, mais j'avais des bouts sur les... J'avais, tu vois, visuellement, il m'a tellement marqué que j'en ai rêvé, genre. Putain, j'ai trouvé ça. Ça, c'est du body horror, pour le coup. Quand, en effet, je vois. Le récit du film, c'est est-ce qu'il va réussir à accéder à l'immortalité? Alors, dans les 3 timelines, est-ce que tu te rappelles comment ça se passe? Je me souviens de la timeline où il a Eddie, finalement, où ils sont à l'hôpital, et que non. Enfin, là, il n'y arrive pas. En fait, au dernier moment, il trouve le bon remède, mais c'est trop tard. Et il pète un plomb. Et tu sens que ça va être compliqué, quoi. Et dans le futur... Enfin, pour moi, c'est le futur, mais voilà. Là, oui, il atteint l'immortalité. Enfin, il arrive à trouver l'étoile qui était écrite dans le livre de Easy. Est-ce que tu te rappelles comment c'est montré son immortalité à ce moment-là? Par quoi ça passe? Bah, c'est un peu psychédélique, quoi. C'est un peu psychédélique, mais c'est surtout qu'à un moment, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans sa bulle? Il fait du yoga, il parle à son arme, mais il fait d'autres trucs. À un moment, il soulève ses manches, et en fait, il a des lignes dessinées, tatouées sur son bras. Et il dit toutes ses vies. Et en fait, tu vois qu'en fait, il a plein de lignes, et qu'en fait, il se le fait lui-même. Et ça, c'est en écho à après que Izzy soit morte. Elle rentre chez lui, et en fait, Izzy, elle lui a offert un encrier et un stylo plume en lui disant « finis-le ». Et c'est ce qu'elle lui dit au début du film. « Finish it ». Vraiment, finis-le. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que... Bon, là, il est infect avec tout le monde, il a limite quitté son enterrement. Complètement, c'est terrible. Il est toujours dans le déni. Hein. C'est à ce moment-là qu'il dit de toute façon, je vais trouver le remède. Enfin, voilà. Et en fait, là, il est dans sa quête d'immortalité, quoi. Il prend le stylo et il se l'enfonce parce que il a perdu son alliance. Oui, il a perdu son alliance. Il a perdu son alliance au tout début du film. Il va pour se laver les mains. En fait, c'est tellement symbolique. Elle vient le chercher pour qu'ils aillent marcher dans la neige. Et il a le choix. Soit il va marcher dans la neige avec elle, soit il va opérer le singe. Et en fait, il décide d'opérer le singe. Et c'est à ce moment-là qu'il perd la bague. Et donc, du coup, c'est le symbole, en fait, qui ne l'a pas choisi. Et là, il prend son stylo et il le met dans sa chair, où devrait être son alliance, et il commence à se tatouer une alliance. Donc, c'est un peu une scène de scarification. Complètement. Mais il pleure. Et l'émotion, elle sort. Donc, il y a quelque part quelque chose qui se passe psychiquement. Complètement. Là, c'est vrai qu'il se fait le tatouage, et que ça fait écho, en effet, aux lignes. Donc, tu sais pas s'il a passé... 100 millions d'années à attendre avant que son arbre atteigne l'étoile, là. Mais c'est... Parce que tu sais pas si tout est vraiment relié. Enfin, c'est très particulier, quoi. Je trouve... En fait, moi, ce que j'aime bien avec Aronofsky, c'est que t'as pas une interprétation où tu peux être c'est celle-là, c'est clair. C'est que souvent, il laisse le choix au spectateur, quoi. Donc, du coup, le symbole de l'alliance... On n'a pas parlé de la dernière timeline des Conquistadors. Est-ce qu'il a réussi à accéder à l'arbre de vie? Alors... Au début, elle lui dit « Tu vas aller chercher l'arbre de vie, prends cette alliance, tu la porteras quand tu trouveras l'arbre de vie, et quand tu reviendras, je serai ton Ève et tu seras mon Adam. » Donc en gros, on sera mariés, quoi, on sera ensemble. Donc il la garde, il la met dans sa petite pochette, il fait ses trucs de conquistador dans la jungle, il accède à l'arbre de vie, et en fait, il se soigne tout de suite, puis il commence à boire l'eau de l'arbre de vie. Et ensuite, c'est là que les fleurs jaillissent de lui. Donc, et qu'il meurt. Il se fait... Et pourquoi? Parce qu'il est parvenu avec, d'abord. Il a pas
fait son serment en fait. Il a pas, ouais, c'est ça. Il a rompu sa promesse, quoi. Sa promesse. Il avait plus été intéressé par l'arbre de vie que par voilà. Et donc du coup, c'est pour ça, parce qu'il portait pas l'alliance à ce moment-là. Voilà. C'est ce symbole-là que je trouve qui revient à travers... c'est comme un écho entre ces trois histoires. C'est quoi, toi, ta conclusion ? C'est compliqué, en vrai. Parce que, pour moi, les conquistadors, c'est un peu son histoire à elle. T'as le présent, et elle lui demande de finir le livre, en fait. Et pour moi, l'histoire un peu transcendantale et tout, c'est ce qu'il écrit. Après toute la douleur, enfin je sais pas, j'avais un peu pensé quelque chose comme ça. Moi je pense que quand j'étais jeune, j'étais à fond sur tout est vrai, c'est un astronaute, c'est des âmes sœurs, machin. Et maintenant en vieillissant, je me dis que c'est l'histoire, c'est son histoire. C'est juste le récit, c'est pas vrai qu'il a voyagé avec une réincarnation d'elle en arbre parce qu'il a planté une graine sur sa tombe, bien qu'elle lui dise ça quand elle lui dit c'est comme ça dans la mythologie maya, enfin, c'est venu d'un corps et d'une graine. L'arbre de vie, c'est venu comme ça, Xibalba, voilà. L'étoile mourante. Ouais, et la mort aussi, c'est vrai. Ça parle beaucoup de la mort. En fait, ça parle de la peur de la mort. Pour Aronofsky, il voulait le montrer comme un mouvement allant de l'obscurité à la lumière, dans le sens où, quand tu le vois dans son déni de la mort, il porte du noir, etc., etc., et quand il accepte à la toute fin, il va vraiment physiquement vers l'étoile. Tu vois, c'est le moment d'ailleurs où, en fait, son corps rencontre l'étoile, et que ça part complètement en sucette visuellement, on sait pas trop, quoi. Et donc, du coup, tout est dans cette dualité-là, et pour moi, c'est vraiment un message d'espoir et d'immortalité de l'âme, mais qui passerait par autre chose, tu vois, qui passerait par exemple, l'amour que nos proches nous ont porté, et tu vois, et au final, cette idée de planter un arbre sur un corps, je trouve ça trop bien. Ouais, c'est vrai. Genre, franchement, je comprends pas pourquoi on fait pas ça. Il y en a qui le font, je crois. Ouais, mais faut payer cher, quoi. C'est vrai. Je pense, en vrai. Est-ce que t'as des choses à rajouter sur The Fountain ? C'est vrai que je m'y attendais pas du tout et que j'ai trouvé ça assez cool. Et je suis contente d'avoir vécu cette expérience, c'était vraiment chouette. Écoute, je suis contente que ça t'ait plu. Moi, j'avais un peu peur que tu détestes et que tu sois en mode oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, quelle horreur. Mais en fait, ça va. T'as kiffé. Du coup, on va passer à notre dernier film, Your Name, de Makoto Shinkai. Alors, est-ce que tu peux me raconter l'histoire ? Alors, comme les deux premiers, c'est aussi une histoire en plusieurs temporalités. En gros, l'histoire, c'est deux adolescents. Donc, un garçon qui s'appelle Taki, qui habite à Tokyo, et une jeune fille qui s'appelle Mitsuha, qui habite dans la campagne japonaise. En fait, on se rend compte assez rapidement que la nuit, ils échangent de corps pendant leur rêve. Donc tu vois Taki se réveiller dans le corps de Mitsuha et vice versa. Et ces deux lycéens, et du coup ils échangent leur vie, donc ils doivent prendre le pli de devenir l'autre personne. Et par exemple t'as une scène où Mitsuha elle galère, lui il est serveur et elle a jamais fait ça, quoi. Et du coup elle galère de ouf, mais comme ils mettent du temps à comprendre que c'est réel, du coup ils s'écrivent, au départ ils s'écrivent sur le corps pour voir le lendemain qu'en effet tout ce qui se passe est réel. Il y a des petits mots dans les journaux, enfin voilà, c'est très construit comme ça. Et alors ça va être compliqué de continuer, je pense, parce que c'est pareil, c'est très imbriqué les uns dans les autres. Et en gros, il y a un moment où dans chacune des vies de l'un de l'autre, ils se voient plus. C'est-à-dire qu'ils échangent plus leur corps. Et en fait, ils sont très... Enfin, il y a un truc un peu obsessionnel pour l'un et l'autre, et du coup, lui... On va plus le suivre, lui, à ce moment-là, il va essayer de comprendre pourquoi et de la chercher. Il y a beaucoup de symboles dans le film, il y a beaucoup de mythologie. Bref, c'est assez profond, je pense que ce serait long à tout décrire. Ouais. Et du coup, c'est aussi l'histoire d'amour entre les deux. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé, c'est vraiment pas facile de résumer ce film. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, quand tu l'as découvert... Ouais, moi, c'est marrant parce que j'aime beaucoup les scènes de coupure très brutales, je pense, parce que dans ce film-là, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Parce qu'il y a un espèce de climax où à un moment, ils se rencontrent quand même en vrai. Et ce moment est très très intense, je trouve. La mise en scène, elle est très cool. Et donc, j'ai un peu des moments qui m'ont marqué. Il y a tout un moment en 2D, en dessin, quoi.
avec une musique très particulière. En fait, graphiquement, il est vraiment magnifique. Il mélange beaucoup de styles. Il y a des moments où il y a une espèce de générique un peu comme dans les animes japonais. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oula, ça je sais que ça plaira pas à tout le monde. C'est un groupe qui fait la musique et il fait beaucoup les musiques de Makoto Shinkai, pour le coup. Et c'est incroyable. Enfin, moi, là, j'ai écouté la BO en boucle, voilà, et t'essayes de reconstruire. En gros, tu te rends compte qu'il y a un décalage temporel, en fait. Elle existe des années après lui, et c'est tout le chemin qu'il doit faire pour la sauver, quoi. C'est un peu ça l'histoire. Et en fait, il l'oublie, vu que c'est très... Enfin, le rêve est très bien représenté aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il s'oublie quand il se réveille. Et du coup, souvent, ils doivent essayer de rattraper le souvenir en mode pour essayer de se souvenir d'un autre. Et il y a des moments où ils s'oublient complètement, et là, t'es assez stressé, je trouve, globalement. Enfin voilà, il y a plein d'émotions particulières, il y a plein de sous-textes, par exemple. Moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que, pareil, il faut le revoir plusieurs fois. Il y a beaucoup de détails, parce que ça parle aussi d'amitié, enfin, il y a plein de thèmes différents. Et en fait, quand ils échangent de corps, surtout quand Mitsuha devient Taki, en fait, ça transforme le rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elle est hyper empathique, elle parle bien, enfin, elle est à l'écoute, etc. C'est quelqu'un de très doux, voilà. Alors que lui, c'est un gros nul, en fait. C'est un mec naze, globalement. Et en fait, lui, il est hyper amoureuse d'une serveuse qui sert avec lui, quoi. Et en fait, Mitsuha, elle va aller lui parler quand elle est dans le corps de Taki. Et du coup, si tu réfléchis, parce que ça dure quand même un moment, en fait, la serveuse tombe amoureuse de Mitsuha. Parce que c'est la personnalité de Mitsuha, etc. Et quand la serveuse rencontre vraiment... à chaque fois qu'elle parle à Taki, elle l'aime pas, en fait. Elle est mal à l'aise. Les interactions, elles sont... Voilà, ils deviennent amis, quoi. Elle aime Mitsuha dans le corps de Taki, quoi. Complètement. Donc elle aime la personnalité. Et je trouve que ça interroge plein de choses. Enfin voilà, je trouve que c'est un film hyper profond pour ça. Et magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un peu des cartes postales, en plus c'est du dessin donc c'est assez particulier, mais moi ça me fait beaucoup ça dans l'animation japonaise où t'es capté aussi juste par le cadre, ouais. Les décors. Et il y a plein de symboliques et du coup dans les époques, ouais c'est ça, dans les époques il y a le fil rouge, etc. Enfin bref, quand j'en parle ça me fait penser aux deux autres films en fait, mais il y a beaucoup de choses qui rappellent ce qu'on a dit tout à l'heure. Le temps. Ouais. L'oubli, l'amour, enfin c'est très marrant. Après c'est vrai que y a l'humour japonais, genre par exemple la première chose qu'il fait quand il se réveille dans le corps de Mitsuha, c'est toucher ses seins, ça c'est très japonais. Mais ça m'avait fait rire à l'époque, j'avais bien aimé. Et donc gros choc en fait, je m'y attendais pas du tout à ressentir autant d'émotions. Lui il obsessionalise complètement, il devient autiste en fait. Quand il la recherche, il sait plus qui il recherche. Mais en fait, il est obsédé par le lieu, et du coup, il le dessine, il finit par se barrer, et t'as ses potes qui te suivent alors qu'ils comprennent pas, enfin, c'est très... ça mélange beaucoup de genres, en fait, je trouve, et... Voilà. C'est une enquête, à un complètement. moment. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté un peu, oui, comme tu dis, obsessionnel. Ouais. Voilà, pardon. C'est assez J'ai bien tuné, là. Ouais, mais c'est bien, j'adore, moi. Alors bon, moi j'ai pas du tout accroché à ce film. Ouais. On en a pas mal parlé parce que pour toi c'était important que je l'aime et tout, du coup t'étais en mais pourquoi ? Et en fait je pense que c'est un film qui pour le coup est niais. Ouvertement. Ouais. Très niais. Et c'est peut-être trop pour moi. Ok. Tu vois, il y a ce côté-là. Je pense qu'il y a aussi plein de codes de la culture japonaise, du cinéma d'animation japonaise. Enfin, tu vois, j'ai jamais regardé de shonen. J'ai jamais... Shonen, j'en sais rien. Tu vois, genre, le max... Enfin, je sais même pas si vraiment je peux en parler, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas du tout ce regard-là, cette sensibilité-là. J'ai découvert Miyazaki hyper tard aussi, donc voilà, j'ai pas cette sensibilité-là. En revanche, je reconnais que c'est un cinéma hyper intéressant. C'est juste que ça me touche pas aux endroits. Ouais, bien sûr. Où ça devrait me toucher, quoi. Complètement. Mais j'ai adoré faire des recherches, en revanche, sur les techniques, sur les personnes derrière. Je sais pas toi si tu connais un peu Makoto Shinkai, si t'as vu d'autres de ses films. Ouais, si, j'ai vu les deux d'après. Your Name, j'ai vu Les Enfants du Temps et Suzume. T'en as pensé quoi ? Bah que c'est des très bons films, mais c'est des pâles copies de Your Name. C'est-à-dire que... Après, j'ai pas vu ceux d'avant, du coup, donc faudrait que je le fasse. Mais... En fait, il refait un peu les mêmes personnages, c'est plus redondant. Là, moi, je m'étais pris une claque il y a
mélange de thèmes et de personnages qui est hyper intéressante. Voilà. Et du coup... Ok. Alors du coup, j'ai fait des recherches sur ce monsieur, Makoto Shinkai, âgé de 51 ans, et en fait je vais citer Sylvie Brévignon, qui est intervenue dans le podcast C'est plus que de la SF, et en fait Sylvie Brévignon, c'est la chargée de production en France, qui a amené Makoto en France, et qui s'est battue pour lui. Incroyable. Du coup elle en parle avec moult passion, genre vraiment elle kiffe son cinéma, elle a découvert avec son film 5 cm par seconde. Ouais. Tu l'as vu ? Non. Je pense que t'adorerais. 5 cm par seconde, en fait, c'est le temps qu'il faut aux fleurs de cerisier pour toucher le sol. Et c'est pareil, c'est l'histoire, en fait, de deux amoureux à travers 3 chapitres et à travers le temps. Voilà, c'est toujours... C'est un grand cinéaste de l'amour, quand même. Donc, du coup, c'est un fils d'artisan. Son père, en fait, il avait une entreprise de bâtiment et il foutait la pression à Makoto pour qu'il reprenne l'entreprise. Makoto, il aimait lire et dessiner. Ouais. Donc, du coup, il s'est barré et il allait faire des études de lettres. Et pendant qu'il faisait ses études de lettres, il s'est enfermé dans son garage et il a commencé à apprendre tout seul le dessin, l'animation et tout. Et en fait, il a tout fait tout seul. C'est un grand malade. Enfin, vraiment, il est autodidacte. Et il peut, voilà, et tu te dis, mais c'est dingue, ouais, c'est clair, c'est du génie en fait, à ce stade-là. Donc du coup, il travaille sur des films d'animation, comme je disais, sans formation. Et en fait, ça sort des clous habituels de la société japonaise, qui est quand même très verticale. Totalement. Tu vois, si tu lis Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb, tu t'en rends compte, enfin, tu étudies 2 secondes le monde du travail au Japon, c'est vraiment... tu en chies, quoi. Et donc, du coup, c'est souvent un truc de passation d'un grand dessinateur de studio qui a son senpai, enfin, tu vois, genre... C'est ça, ouais, complètement. Et toi, t'as été formé aux grandes écoles qui font les grands studios. Donc, Makoto, il arrive là-dedans, il vient de nulle part. Et d'ailleurs, il a été beaucoup comparé à Miyazaki, parce que en fait il a dégommé tout sur son passage. Your Name, quand il est sorti, ça a été un phénomène culturel. Au box-office, je crois qu'il est 3e sur les films d'animation, sur les films d'animation japonais sortis au Japon. Genre il a détrôné Miyazaki. Enfin, ça a été vraiment un gros reset en fait. Il a mis toute la lumière sur lui avec Your Name, et c'est plutôt chouette. Donc du coup il fait tout de A à Z, au début en tout cas, l'animation, les bruitages, les dialogues, la musique. Le récit se centre globalement sur les relations à distance, sur l'obsession et sur le deuil et la séparation. Ouais. C'est globalement les thèmes qu'on retrouve. Toi t'es d'accord avec ça ? Ouais, c'est sûr. Oui, c'est c'est vrai qu'il est un petit peu obsédé, enfin c'est ses fixations habituelles quoi. Ce que tu retrouves aussi beaucoup dans son cinéma, c'est ce que tu disais, les palettes, les décors. Ouais. En fait, c'est qu'on te fixe sur un endroit et en fait, t'as un niveau de détail c'est alarmant. C'est magnifique. C'est vraiment quand t'as un paysage avec un lac, t'as tous les reflets sur le lac. Et en fait, c'est aussi, je trouve, très sensoriel. Ouais, bizarrement. Avec la musique, vraiment les deux en même temps. C'est... Et t'as, quand il pleut, t'as le sound design aussi qui est important. Quand ils attrapent un téléphone, tu le sens, les bruissements des vêtements, enfin t'es quand même immergé dans la mise en scène. Et tu retrouves la... Alors, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas ? C'est ça, c'est vrai que c'est un peu une... Parce que t'as l'impression d'un cycle, il y a quand même un cycle qui se répète, c'est-à-dire que t'as une comète qui était venue... En gros, il va sauver Mitsuha parce que Mitsuha, son village... a été détruit par une comète, quoi. Et voilà, il doit faire certaines choses pour sauver Mitsuha. Et en fait, tu te rends compte, parce qu'en fait, dans la famille, il y a une espèce de rituel, ces deux... elles héritent d'un espèce de temple, quoi. Et elles doivent... c'est une espèce de famille qui croit encore en un dieu, qui doivent servir ce dieu. Enfin, il y a tout un rituel comme ça. Donc, il y a le rituel du saké. Donc, elle prépare le saké, elle crée le saké qui va aller dans un sanctuaire. Et c'est dans ce sanctuaire qu'il va pouvoir la sauver, en fait. Enfin, ça vient de... Et en fait, tu te rends compte que dans le passé de Mitsuha, cette chose est déjà arrivée. Il y a la grand-mère qui représente toujours des choses intéressantes dans les films d'animation japonais, qui comprend ce qui se passe. C'est la seule qui comprend qu'ils échangent leur corps, et elle le dit un peu comme ça, et que c'est déjà arrivé. Enfin, t'as des moments un peu... mais tu reviendras jamais dessus, il y aura jamais de réponse claire non plus. Et
Je trouve ça assez cool. Et du coup, c'est plus du fantastique s'il n'y a pas d'idée de science. Non, c'est vrai. Qui remonte dans le temps. Non, ouais, c'est vrai. C'est plus mystique, quoi. Ouais. C'est plus un cycle qui se répète où il doit sauver, quoi. Il doit la sauver. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi cette idée de... C'est ce que tu disais avec la comète, de l'obsession vers le ciel, les étoiles, l'espace. Je sais pas, en tout cas, si dans Suzume ou Les Enfants du Ciel, ça revient, ça. Ouais, c'est vrai. Et, les Enfants du Temps, ouais. Complètement. Je pense que c'est des thèmes qui reviennent... Après, ils sont assez... C'est pas la même palette de couleurs, c'est assez intéressant pour ça. Mais au niveau de l'histoire et de la claque, je pense que c'est lui qui surpasse les autres. Les autres que j'ai vus, en tout cas. Ouais, mais tu retrouves à chaque fois quand même la patte visuelle de l'aquarelle, l'amour. Enfin, peut-être qu'il a trop une formule, justement. Ouais, peut-être. C'est possible. Ou alors, c'est juste un artiste qui arrive pas à faire autre chose, quoi. Ouais, et qu'il y a des gens qui adorent... en avoir plein comme ça, mais moi c'est une pépite parmi les autres, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que t'as l'impression que c'est des faux Your Name, quoi. Parce qu'il y a aussi t'as plus de relations familiales aussi dans Your Name, je trouve, ou de relations amicales, je sais pas comment dire en fait, d'autres types de relations qui sont un peu développées, et les personnages grandissent, tu les vois aussi évoluer, je sais pas, je trouve que ça c'est intéressant. Du coup, ouais, c'est marrant parce que ça rejoint un des thèmes du film, le Musubi. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bah pour moi c'est le dieu qui vénère en fait. C'est le dieu qui vénère, ouais. Ça représente le temps. Enfin, mais c'est de la mythologie japonaise plutôt, quoi. C'est vraiment... Alors du coup, dans le film, c'est montré avec les liens. Les fils, ouais. Avec les fils, et elle dit... c'est ça, Musubi, en fait. Il me semble que c'est ça, hein. C'est le fil et le lien entre les gens. Ouais. Et c'est aussi le flot du temps. Et en fait, elle explique qu'à partir du moment où une connexion est faite, les fils sont destinés à se retrouver. Complètement. Donc c'est cette idée du destin aussi. Et donc du coup, tout est plutôt lié. Et c'est vrai que leur histoire, elle va défier les lois du temps et de l'espace pour qu'ils se retrouvent. Ouais. Donc c'était en effet... Donc du coup, quelque part, t'as un sens autre, méta, parce que tu disais que t'as des relations beaucoup dans Your Name. Est-ce que finalement, Your Name, ça parle de ce qui manque ? C'est ce qu'il dit quand il dit « Je me réveille le matin, je pleure ». Parce que je sens qu'il me manque quelque chose, que je cherche quelque chose pour me sentir entier. Ouais. Et en fait, finalement, pour qu'il se sente heureux, quoi, pour se sentir complet. Et Mitsuha, c'est pareil, elle étouffe dans sa tradition, dans sa campagne, elle déteste cet endroit, elle veut s'échapper. Et en fait, finalement, est-ce que le sens de la vie, justement, ce qui rend pas heureux, ce serait Musubi, les liens. Ouais. Complètement. Les relations avec les autres. Et qu'elles soient, alors bien sûr, tu sens que c'est la relation amoureuse qui est au centre de tout, mais comme tu dis aussi, les amitiés, la famille. Complètement. Voilà. Ouais, c'est hyper beau. Ouais. C'est Makoto Shinkai. C'est clair. Ouais, c'est très duel homme-fille, campagne. C'est ça. Mais c'est marrant, ça, c'est pareil dans Ghibli, enfin dans Miyazaki, tu retrouves beaucoup ça, la campagne et la ville, une espèce de dualité un peu qui doit être très japonaise aussi. C'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est les opposés, c'est le contraste, la terre, le ciel. Ouais. C'est comme tu disais, garçon-fille, ville-campagne, exactement. Et t'as souvent des mouvements de caméra qui vont de la terre vers le ciel, quoi. Ou l'inverse. Oui, c'est vrai. T'as vraiment ce truc de... Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert sur ce réalisateur. Incroyable. Que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment donné envie, en tout cas, de manger plus d'animation japonaise, quelque part, parce qu'il faut peut-être que juste j'en bouffe jusqu'à ce que après, j'ai mon pas propre... ton goût, genre... Ouais, mais c'est dommage. Après, ça m'empêche pas d'apprécier, évidemment, grandement les palettes. Du coup, est-ce que t'as des trucs à rajouter sur Your Name ? Non, ça va. Ouais. Ouais, c'était parfait. Bah du coup finalement si on devait résumer cet épisode, c'est 3 films qui parlent de l'amour à travers le temps, à travers l'espace. Dans un récit un peu découpé de manière singulière. C'est ça, des cinémas hyper... ouais, c'est ça. Un peu des puzzles, quoi. Et puis tu retrouves quand même l'idée de l'âme sœur. Ouais, c'est vrai. Dans chaque récit. C'est vrai. C'est très, très hétérosexuel et
C'est pour monogame. ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Ouais. pour finir, lisez J'ai réinventé l'amour de Mona Chollet. Sortez des dictats cis hétéros. C'est dommage que cet épisode soit dans ce cadre-là, mais bon, voilà, c'est aussi des films qu'on a vus. Enfin, moi, c'est, tu vois, The Fountain ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est des films que j'ai vus ado, tu vois. Donc forcément, ça a influencé mon idée de l'amour, quoi. Complètement. Mais oui, de toute façon, comme je disais, ça va être un cycle. Et du coup, évidemment qu'il y aura d'autres formes d'amour et qu'on en reparlera. Trop bien. Merci à toi d'être venu ce soir et de m'avoir supporté. Merci. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir.